Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du prix MEJ, du prix du meilleur étudiant juriste immobilier édition 2026 avec mon invité Charles-Emmanuel Kuhn, directeur général d'ICAD Promotion et parrain de cette édition 2026 du prix MEJ. On parlera ensuite de la fiscalité patrimoniale. Quelles sont les mesures issues de la loi de finances 2026 avec Olivier Jeanneret, avocat associé chez Duroc Partners, également membre du cercle des fiscalistes. Et enfin, pour terminer ce numéro, on parlera des procédures existantes en cas d'agression au travail ou de harcèlement avec Erwan Jaglin, associé chez Carman Associés. Voilà pour les titres Lex Inside, c'est parti. On ouvre tout de suite ce Lex Inside avec le prix du meilleur étudiant juriste immobilier, le prix MEJ. De quoi s'agit-il? Comment on peut candidater? On en parle tout de suite avec mon invité, Charles-Emmanuel Kuhn, directeur général d'ICAD Promotion et parrain du prix MEJ 2026. Charles-Emmanuel Kuhn, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler en détail de ce prix MEJ, de ses spécificités. De quoi s'agit-il? Le MEJ, comme vous l'avez dit, c'est le meilleur étudiant juriste immobilier. Donc c'est un prix, un concours qui a lieu chaque année depuis plus de 10 ans désormais et qui vient récompenser les 3 meilleurs étudiants à l'issue de ce concours. Des étudiants qui sont en droit immobilier, en master 2 de droit immobilier. Et donc c'est un concours qui vient, qui est organisé par des avocats, des notaires, des juristes de l'immobilier, donc un panel de professionnels de l'immobilier. On est très attaché à ça, et qui est notamment parrainé par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, par l'étude de notaire très connue qui s'appelle l'étude Michelet Notaire, et puis par Juridim, qui est une association dont ICAD fait partie, et notre secrétaire général est membre du bureau de Juridim. Juridim, ce sont les juristes de l'immobilier, justement, donc en entreprise. Donc ce prix MEJ est un prix important dans l'écosystème. Quelles sont les compétences qui vont être évaluées ? Oui, un prix important, reconnu, puisque comme je disais, il a plus de 10 ans. Il y a eu des parents avant moi très prestigieux. Et moi, c'est un honneur d'être parrain de cette édition 2026. Ce qu'on va venir tester, c'est en fait la compétence juridique, ce qu'ont pu comprendre, apprendre et retenir les étudiants en droit immobilier, mais tout ça ramené à la vraie vie, sur des cas concrets et donc sur des cas pratiques. Et donc c'est vraiment cette dualité entre l'expertise et l'apprentissage de la théorie, du réglementaire, ramené à des cas pratiques, et c'est ça qui va être testé dans le cadre de ce prix MEJ. Comment ça se passe concrètement? Vous avez les dates? On a les dates. Alors moi, on a les dates du jury, de la restitution, qui sont le 20 mai prochain. Donc concrètement, il y aura des thèmes dont on ne peut pas dévoiler évidemment ici désormais les tenants et aboutissants, enfin en tout cas le contenu. Mais donc concrètement, voilà, les étudiants doivent candidater, puis auront à plancher sur ces thèmes devant ce jury de professionnels de l'immobilier qui délibérera pour honorer les trois meilleurs candidats. En tant que parrain de cette édition, vous attendez quoi de ce prix MEJ 2026? Mais je le disais, pour moi, c'est un grand honneur et une vraie fierté, parce que ce prix MEJ, il est vraiment mis en valeur tous les ans dans le monde de l'immobilier. C'est vraiment une façon de mettre en avant l'importance du juriste immobilier sous toutes ses natures, c'est-à-dire que ce soit le notaire, que ce soit l'avocat ou que ce soit le juriste en entreprise. C'est d'une importance primordiale pour nous, professionnels de l'immobilier, que d'avoir des bons professionnels, des bons connaisseurs. Et donc là, on incite les étudiants en leur disant à quel point les études dans lesquelles ils s'engagent, puis la vie professionnelle dans laquelle ils vont aller, ils vont avoir un rôle majeur à jouer à nos côtés. Alors justement, vous parlez du rôle majeur du futur juriste immobilier. Quelles sont les compétences d'un bon juriste immobilier, vous qui êtes patron du secteur immobilier chez ICAD Promotion?
Moi, ce que j'attends du bon juriste immobilier, c'est d'abord quelqu'un qui, évidemment, est très expert sur sa matière, sur le réglementaire. C'est quelqu'un qui va pouvoir m'aider à maîtriser nos risques. Et c'est quelqu'un qui doit aussi être une aide à la décision forte. On parle souvent du financier, mais le juridique est très important, notamment dans les métiers de la promotion immobilière que j'ai la chance d'animer chez ICAD. Et donc, dans ces métiers-là, il faut bien qu'on arrive à la fois à mesurer et à environner nos risques, mais derrière, ça doit être aussi des business partners, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié des zones de risque, il faut qu'on trouve les solutions ensemble pour sortir nos projets. Parce que identifier les risques, c'est bien, mais on n'a fait qu'une partie du chemin quand c'est ça. Et donc, de l'autre côté, c'est le côté très opérationnel, c'est une fois qu'ils sont identifiés, comment on peut trouver les solutions pour remédier et pour transformer nos projets, nos complexités, nos problématiques rencontrées. C'est important ce travail en équipe, entre guillemets, entre l'opérationnel et le juriste. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance. Donc il faut que le juriste soit vraiment quelqu'un de valeur, à la fois en termes d'expertise et qu'il n'y ait jamais d'ambiguïté sur le fait qu'il veuille faire réussir le projet. Tout en étant dans la préservation des risques de l'entreprise, des risques du dirigeant que je suis. Voilà, donc c'est essentiel qu'il y ait cette coopération, cette collaboration forte et ce côté business partner, tout en restant chacun dans son rôle. On a vu vos attentes par rapport au prix Meiji. Qu'est-ce que ça peut représenter pour les étudiants d'obtenir ce prix ? Je vous dis, c'était d'abord pour tous les candidats, c'est une mise en valeur importante puisqu'ils ont accès à un grand nombre de professionnels de l'immobilier pour trouver leurs orientations s'ils ne les ont pas encore trouvées, à savoir s'ils vont s'orienter sur juriste en entreprise, sur le côté plutôt avocat, sur le côté plutôt notaire. Et puis, donc, beaucoup de professionnels de l'immobilier participent à ce prix, seront présents le 20 mai prochain. Donc d'abord, c'est pour tous les candidats une vraie mise en valeur. Et puis les 3 premiers, eh ben, ils sont encore plus mis à l'honneur. Il y a des communications spécifiques qui sont faites et donc forcément faciliter la possibilité de trouver des stages, puis éventuellement des emplois pour la suite. Donc si les juristes immobiliers, les futurs juristes immobiliers, les étudiants qui veulent justement candidater, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire et on attend vraiment les candidatures nombreuses, comme tous les ans, parce que c'est un prix qui est vraiment qui a toute sa place dans cette filière et dans cette expertise qu'est le droit immobilier. Et donc on incite vraiment les étudiants à candidater nombreux. Pour finir, peut-être un mot sur le secteur de l'immobilier et puis le rôle du juriste dans ce secteur de l'immobilier dans un moment qui est compliqué. Ouais, on est dans un moment compliqué sur la promotion immobilière depuis plus de 3 ans maintenant. Le monde du logement neuf et les ventes du logement neuf se sont considérablement ralenties. On a vécu ces crises financières, cette crise politique, ces crises géopolitiques, tous ces éléments-là font que ça complexifie énormément notre métier. Et dans ce monde plus complexe, le rôle du juriste s'intensifie énormément, puisqu'on est en train de repenser la filière, de se transformer, de trouver des nouvelles solutions aussi, pour être plus dans la consolidation de la chaîne de valeur entre aménageurs, promoteurs, acquéreurs, clients, etc. Et tout ça en relation avec notre client principal qui est l'élu, qui est le territoire. Ça veut dire qu'il y a des débouchés pour les juristes en immobilier ? Il y a beaucoup de débouchés. On parle de l'IA. Est-ce que l'IA va complètement disrupter le juriste immobilier ? Je ne crois pas qu'à court terme, il viendra améliorer et apporter vraiment plus d'efficacité probablement et des solutions pour le juriste immobilier. Mais il y a bien sûr énormément de débouchés et d'avenir pour le juriste immobilier qui, selon moi, n'a jamais été autant essentiel qu'en ce moment et par les temps qui courent. Voilà qui va pouvoir motiver les étudiants en droit immobilier de candidater donc au prix Meiji que vous avez présenté. Merci Charles-Emmanuel Kuhn, donc directeur général chez ICAD Promotion et parrain de ce prix Meiji 2026. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de domaine. On va parler de fiscalité des entreprises et on va voir les principales mesures issues de la loi de finances 2026.
On poursuit, on va parler tout de suite fiscalité patrimoniale à l'aune des dernières mesures de la loi de finances 2026 avec mon invité Olivier Jeanneret, associé chez Duroc Partners et membre du cercle des fiscalistes. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. On va aborder cette loi de finances qui est un peu dense, mais on va parler des mesures de fiscalité patrimoniale. Pour commencer, un mot sur l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu prévu dans cette loi de finances 2026. C'est une mesure qui est devenue un peu un dada chaque année, c'est d'indexer ce barème pour que l'inflation n'impacte pas les personnes, on va dire, les plus vulnérables qui sont amenées à payer un impôt qui serait surabondant par rapport à leur capacité contributive. Et donc l'idée ici, et c'est souvent, voilà, c'est un sujet qui est revenu ces dernières années, avec le décalage en plus de la loi de finances dans le temps, c'est souvent repris très rapidement. Et donc voilà, cette indexation sur l'inflation pour qu'il n'y ait pas d'effet de bord en la matière, tout en sachant que la plupart des mesures fiscales, là où on a des barèmes, ne sont pas indexées. L'impôt sur la fortune immobilière, les droits de mutation à titre gratuit, les droits de donation et les droits de succession, on a des barèmes qui existent depuis assez longtemps et qui n'ont pas été indexés. Donc l'impôt sur le revenu, lui, en revanche, est indexé. Alors, on va parler d'une mesure phare, la taxe sur les holdings, qui a été vivement débattue à l'Assemblée nationale. Finalement, il y a quoi dans cette taxe? Elle vise qui? Alors, il n'y a plus grand-chose. Il faut dire ce qu'il est. Le gouvernement était plutôt contre cette taxe. Je ne vous refais pas tout l'historique. Gabriel Zucman, cette idée de 2% sur les patrimoines qui sont supérieurs à 100 millions d'euros, tout patrimoine confondu, donc sans exclusion, sans exonération. Petit à petit, il y a eu un consensus parlementaire pour taxer les holdings directement sur un patrimoine. Au départ, il était assez large, c'était quasiment tout le patrimoine des holdings, sauf patrimoine professionnel, à 2%. Et on a recentré, quand je dis on, les parlementaires ont recentré les actifs taxables sur des actifs dits somptuaires, les yachts, les avions, les métaux précieux, pour parler que de cela, et on pourra peut-être parler un peu plus des résidences utilisées à titre personnel. Mais le pendant, c'est que c'est plus 2%, c'est 20%. On a un vrai sujet qui est la constitutionnalité de cette mesure, puisque le gouvernement a sollicité le Conseil constitutionnel, mais n'a pas émis de grief, et par conséquent, de jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur cette mesure. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un questionnement sur la constitutionnalité, notamment sur le caractère confiscatoire, puisque 20% par an, en 5 ans, le bien, il est nationalisé indirectement. Donc, voilà, il y a un vrai débat qui poursuit, qui va continuer. Et votre point de vue là-dessus ? Il y a un vrai sujet technique. En tout cas, demain, si je devais avoir des clients soumis à cette taxe, je pense que le conseil sera de la payer puisque le texte existe et de la contester dans la foulée, quitte à aller chercher une décision du Conseil constitutionnel à ce moment-là. Alors, un autre élément important, c'est la réforme du pacte Dutreil avec un durcissement. Concrètement, qu'est-ce qui a été prévu dans cette loi de finances ? Exactement. Dans les différentes mesures, on va dire phares sur la fiscalité patrimoniale, il y avait cette taxe sur les holdings, mais encore une fois, qui est plus symbolique. Et malheureusement, je pense qu'avec les symboles, on ne remplit pas les caisses de l'État. Derrière, il y a 2 mesures. Une sur le pacte Dutreil, qui est un peu le pendant, qui était, pareil, il y a eu de longues discussions autour pour éviter les abus d'utilisation du pacte Dutreil. Et là, de la même façon, quand dans une société qui bénéficie d'une exonération Dutreil, il y a des actifs dits somptuaires, ceux-là n'en bénéficient pas. Donc il y a des exclusions pour, quelque part, rendre plus lisible ce pacte Dutreil d'un point de vue économique, d'un point de vue intention du législateur. Pourquoi est-ce que on donne un avantage fiscal à des contribuables? C'est certainement pas pour transmettre un yacht, pour prendre un cas caricatural, c'est fait pour transmettre une entreprise, une vraie entreprise avec une activité commerciale, industrielle, etc. Il y a une deuxième mesure à l'intérieur du pacte Dutreil qui est un allongement des durées de détention. Avant, on avait des durées de détention cumulées qui étaient à 6 ans, ça passe à 8 ans. De la même façon, c'est pour contraindre davantage et pour cibler réellement les personnes qui ont un bien professionnel qui a vocation à perdurer génération après génération. Ça, c'est une des mesures phares, mais qui reste, on va dire, encore un toilettage du dispositif. Est-ce qu'il y aura une réforme plus importante dans un avenir proche, Là, en revanche, où il y a une mesure qui a complètement chamboulé le mécanisme, c'est autour des apports-cessions. C'est une autre mesure. Alors, justement, sur l'apport-cession, quels sont les dispositifs de cette loi 2026, loi de finances 2026 ?
On va dire, par rapport aux autres mesures, c'était attendu. L'indexation, la taxe sur les holdings, on en a beaucoup parlé, même si l'atterrissage, in fine, a mis du temps à se définir. La question du Dutreil, c'est un sujet qui revient de façon extrêmement régulière. Sur l'apport cession, sans revenir sur le mécanisme lui-même qui permet d'avoir un différé d'imposition dans un cadre très précis, le législateur a décidé de contraindre davantage l'utilisation de ce mécanisme. De quelle manière ? De quelle manière ? D'une part, en restreignant les activités éligibles. Avant, par exemple, l'activité de marchand de biens était une activité qui était éligible au réemploi, donc au réinvestissement, qui est prévu dans l'apport cession. En réalité, un apport cession, c'est j'apporte des titres d'une société A que je vais vendre à une société que je contrôle, qui va vendre cette société A en question et qui va devoir réinvestir 60%, c'était 60% du produit de cession avant, maintenant c'est passé à 70%, dans des activités industrielles, commerciales, artisanales, etc. Et donc c'est ce champ des activités qui a été restreint. Et par ailleurs, il y a une autre mesure qui est très technique pour nous, qui vous dira peut-être pas grand-chose, mais qui impacte totalement le mécanisme lui-même. C'est que l'objet du réinvestissement, jusqu'à présent, devait être conservé par la société pendant 1 an. Aujourd'hui, on est passé à 5 ans. Et ça change quoi, alors ? Ça change quoi ? Ça change que, normalement, notre réinvestissement, il est éligible. Par exemple, si on fait du business angel, du private equity, on investit dans des structures qui sont naissantes, qui se développent. Sauf qu'une structure qui est naissante, quand on est un petit actionnaire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va devoir vendre. On est souvent pris dans la masse d'un investisseur financier qui va venir, qui va acheter 100%, et c'est pas vous à 3, 4, 10% où on va vous demander votre avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, en disant non, il me reste encore 1 an et demi à tenir, je vais pas être d'accord. Donc là, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que souvent ces entreprises finissent en liquidation. Et si vous avez une liquidation pendant les 5 ans, vous avez perdu votre... Donc vous avez bien pris un risque à l'origine. Derrière, vous avez été dans ce qu'on appelle l'intention du législateur, c'est-à-dire contribuer à l'économie réelle, et pour autant vous êtes sanctionné parce que, in fine, il y a des métriques que vous ne pouvez pas maîtriser nécessairement et que ce délai de 5 ans est assez contraignant. Dans d'autres mesures fiscales, il y a des tempéraments qui ont été ajoutés sur des avantages fiscaux qui sont donnés quand on investit dans l'économie réelle. Ces avantages fiscaux nécessitent des durées de détention. Et lorsqu'on n'a pas respecté pour X, Y raison, et notamment les liquidations ou des cessions forcées, on a cette capacité de réinvestir l'objet du réinvestissement. C'est peut-être là où il va falloir travailler dans la loi de finances pour 2027. Quand est-ce qu'elle viendra ? C'est un autre sujet pour justement arrondir un peu ces angles-là, parce que là, on est arrivé sur un mécanisme qui est extrêmement contraint et qui va réduire à peau de chagrin l'idée des gens qui pouvaient faire des apports cessions. Est-ce que c'est l'intention primaire du législateur de, sans le mettre au placard quelque part, avoir cette idée-là, ou est-ce que au contraire c'est un manque de préparation du texte dans sa globalité par rapport au marché et à la demande du marché ? Pour terminer, un mot sur l'évolution des management packages. Qu'est-ce qui est prévu dans cette loi ? Alors, il faut savoir, les management packages, on a une loi qui a tout changé l'année dernière, en février 2025. Pareil, il y a eu un décalage dans le temps dans le vote de la loi. Ce texte-là nécessitait un nombre de correctifs importants. Et ça a été le fruit d'une année de discussion entre les pouvoirs publics et les acteurs du marché, et un certain nombre de modifications qui étaient demandées par les acteurs du marché ont été pris en considération, et donc cette loi-là vient ajouter une pierre à l'édifice législatif autour des management packages, sans rentrer dans les détails, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Ça clarifie les choses. Mais voilà, ça clarifie, ça permet d'éviter un certain nombre de confusions. Donc on est vraiment dans ce schéma de clarification. Il va falloir encore, parce que tout n'a pas vocation à se retrouver dans la loi sur les management packages. Dans le marbre. Et on va attendre aussi que l'administration fiscale puisse publier une doctrine en la matière pour compléter ce travail législatif. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Jeanneret. Je rappelle que vous êtes associé chez Duroc Partners et membre du Cercle des fiscalistes. Tout de suite, on change de domaine. On va parler droit du travail et on va parler particulièrement des agressions en droit du travail et du harcèlement. On termine ce Lex Insight pour parler agression en droit du travail ou harcèlement. Quelles sont les procédures dans ce cas-là ? On en parle tout de suite avec mon invité, Erwan Jaglin, avocat associé chez Carman Associés. Bonjour Erwan. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'entrer dans le détail des procédures, un mot pour savoir dans quel cas une agression est constitutive d'un accident du travail. Alors,
Je vais vous répondre de manière un peu scolaire, mais c'est la réalité du droit du travail. Une agression est constitutive d'un accident du travail quand elle remplit les conditions de reconnaissance de l'accident du travail. C'est quoi ces conditions? C'est tout simplement un fait soudain qui intervient à l'occasion ou du fait du travail et qui engendre des séquelles, des troubles psychologiques ou physiques chez un collaborateur. L'accident classique, c'est le collaborateur qui tombe dans l'escalier, qui se blesse sur le lieu de travail pendant le temps de travail, accident du travail avec une prise en charge particulière par la sécurité sociale. Il y a une présomption en France, une présomption d'imputabilité. Dès lors que vous avez un accident qui intervient pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, il est a priori considéré comme un accident du travail. Et donc une agression, dès lors qu'elle intervient pendant votre temps de travail, sur le lieu de travail, elle sera considérée a priori comme un accident du travail et elle vous ouvrira la protection en tant que salarié, le bénéfice de cette législation sur les accidents du travail. Alors, ces précisions étant faites, on va s'intéresser maintenant aux procédures. Et tout d'abord, quelles sont les procédures à l'initiative de l'employeur? Alors, si on parle des accidents du travail uniquement, la procédure pour l'employeur, c'est tout simplement de faire la déclaration de l'accident du travail à partir du moment où il est informé qu'un accident du travail est intervenu dans ses locaux et sur le temps de travail. Ça, c'est un sujet qui est très classique et qui est parfaitement maîtrisé par les entreprises. La question qui va se poser potentiellement, c'est de savoir si un accident du travail ne traduit pas quelque chose d'autre, un sous-jacent. Et notamment une situation de mal-être au travail, une situation de stress, une situation de harcèlement moral, par exemple. Parce que bien souvent, nos clients viennent nous voir en nous disant, est-ce qu'une situation de harcèlement moral peut être caractéristique d'un accident du travail. D'accord. La réalité, c'est qu'un accident du travail en soi, ça n'est pas du harcèlement moral, ou plutôt le harcèlement moral, ça n'est pas un accident du travail. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'accident du travail, il est censé être soudain, brutal. Le harcèlement moral, c'est une situation qui s'instaure, qui s'insinue, qui est sur le long terme ou le moyen terme. Oui, puisqu'il doit y avoir des répétitions d'événements. Exactement. Et donc, le harcèlement moral en soi, ça n'est pas un accident du travail. En revanche, vous pouvez très bien avoir un collaborateur qui, soumis à une situation de harcèlement moral, se retrouve dans une situation de stress très intense, fait un malaise, a des palpitations cardiaques, se retrouve dans une situation d'hypertension. Cet événement soudain, qui serait la résultante d'un harcèlement moral, peut être constitutive d'un accident du travail. Alors quand l'employeur se pose la question de la réalisation de faits caractéristiques d'un harcèlement moral, ces obligations, elles vont bien au-delà de la déclaration d'accident du travail. Alors c'est quoi ces obligations ? Ces obligations, c'est tout simplement de faire la lumière sur la réalité des faits. Et faire la lumière sur la réalité des faits, c'est avant tout lancer une enquête. Se poser la question de savoir si les agissements qui sont relayés par le collaborateur comme étant constitutifs de harcèlement moral, c'est vraiment du harcèlement moral. Qui lance l'enquête, là ? C'est à la main de l'employeur. Et le droit du travail français, là-dessus, il est extrêmement flou. On a tendance à penser que pour faire une enquête, il faut la faire entre l'employeur et les représentants du personnel. C'est sûr que cette manière de réaliser l'enquête, elle est beaucoup plus objective et beaucoup plus vendable vis-à-vis d'un conseil de prud'homme, par exemple, parce qu'on aura fait les choses de manière parfaitement claire, en transparence. Mais il faut savoir que cette enquête, elle ne répond pas à des standards obligatoires. Donc l'employeur peut tout à fait décider de la mener tout seul, en interne, la confier à un organisme extérieur et même la confier, par exemple, à un avocat enquêteur. D'accord. C'est quoi la pratique la plus courante dans ce cas pour mener une enquête ? Je dirais que ça dépend du dialogue social dans l'entreprise, Arnaud. Si vous avez un dialogue social très constructif avec des représentants du personnel qui sont pas à charge contre l'employeur et qui ont une forme d'objectivité dans le dialogue social, il est très recommandé d'associer les représentants du personnel à la démarche. Vous allez prendre un représentant de la RH, par exemple, un représentant du personnel. Les deux vont constituer un groupe d'enquête, vont travailler sur le sujet, vont interroger la victime présumée, l'agresseur présumé, entendre des témoins, éclairer la direction, qui à la fin sera la seule à pouvoir prendre des décisions sur la situation de harcèlement moral. Et ça va très bien fonctionner. Ça se passe bien. Si vous avez une situation dont vous sentez qu'elle est peut-être finalement un peu instrumentalisée, dans ces cas-là, l'employeur va avoir tendance à le gérer peut-être tout seul. Et puis si les accusations sont portées à l'encontre d'un certain nombre de collaborateurs qui occupent des postes clés dans l'entreprise, qui les exposent, typiquement des postes de direction générale ou des postes aux ressources humaines, l'entreprise va avoir tendance à vouloir externaliser l'enquête pour la rendre la plus objective possible et pour qu'on ne lui reproche pas d'avoir maquillé les faits ou d'avoir sous-estimé la réalité de la situation. Et le délai de ce type d'enquête en général ? C'est assez terrible de vous répondre sur ce sujet-là parce que c'est flou, il n'y a pas de délai. Il faut le faire le plus vite possible. Oui, parce qu'il ne faut pas laisser traîner les choses dans un climat qui est compliqué. Vous ne pouvez pas laisser traîner les choses parce qu'en tant qu'employeur, vous êtes tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de vos salariés. Et la réalité, c'est que si vous ne faites pas cette enquête, dans un premier temps, il ne se passera rien.
En revanche, un jour, vous avez une difficulté avec ce collaborateur qui s'est dit victime de harcèlement moral, vous le licenciez, eh bien vous avez de grandes chances que le sujet de la nullité du licenciement ressurgisse au moment de la contestation du licenciement, vous disant en fait moi j'ai été victime de harcèlement moral, vous n'avez rien fait, et la décision qui a été prise in fine s'agissant de la rupture de mon contrat, elle est forcément liée à cette histoire-là. Donc vous avez intérêt à clarifier les choses dès que vous êtes saisi d'un sujet de ce type. Alors, on a vu les procédures à l'initiative de l'employeur. Quelles sont les autres procédures possibles dans ces cas-là? Alors l'employeur, je vous disais, il est tenu de cette obligation de sécurité, il va avoir intérêt à réagir, mais quelquefois il est contraint de réagir. Il est contraint de réagir quand c'est les représentants du personnel qui se saisissent du sujet. Et ils peuvent le faire de deux manières. Le premier sujet, c'est le droit d'alerte du CSE en cas de situation de danger grave et imminent. Vous avez un CSE qui vous dit, écoutez, là, il y a une situation très inquiétante d'un point de vue risques psychosociaux pour un ou plusieurs collaborateurs. Je fais un danger grave imminent, une alerte. Je vous demande de l'enregistrer au registre des dangers graves et imminents. Vous devez mener une enquête avec moi, représentant du CSE, qui portait cette alerte. On va regarder s'il y a une situation. On va établir un plan d'action. Et si on n'est pas d'accord sur la réalité du risque, et si on n'est pas d'accord ensuite sur le plan d'action, ça peut aller beaucoup plus loin, puisqu'in fine, c'est l'inspecteur du travail qui peut être saisi pour mettre en demeure l'employeur de faire cesser la situation, ou l'inspecteur du travail peut d'ailleurs même saisir le conseil de prud'homme pour lui demander d'agir sur le sujet. Et le deuxième axe, le deuxième droit d'alerte, c'est le droit d'alerte sur la mise en danger des personnes, en réalité. Le CSE, dans ces cas-là, fait cette même démarche. Un représentant du personnel formule l'alerte, demande à l'employeur de faire cesser les faits, enquête immédiate entre l'employeur et le représentant du personnel, divergence ou pas sur les constats et sur les moyens d'action. Et s'il y a divergence, dans ces cas-là, on passe directement devant le conseil de prud'homme pour faire traiter le sujet du harcèlement moral auquel serait soumis le collaborateur, avec bien évidemment l'obligation de recueillir dans ces cas-là l'accord du collaborateur pour que cette action judiciaire puisse se poursuivre. Et donc dans ces cas-là, l'employeur il est vraiment obligé d'agir et d'agir dans des délais très très courts. Pour terminer, quels sont les points de vigilance à avoir en tête pour les entreprises qui pourraient se trouver dans ce genre de situation? Je pense que le principal point de vigilance, c'est de définir une commission d'enquête qui est parfaitement objective et qui ne peut pas être critiquable. Parce qu'évidemment, les conclusions qui vont être prises au terme de cette enquête, elles seront plus ou moins challengeables en fonction du caractère partial ou impartial des personnes qui ont participé. J'aurais tendance à dire qu'associer les représentants du personnel, c'est bien, dans ce cadre-là. Et je dirais aussi qu'il faut toujours commencer par écouter la victime, présumée, écouter ensuite la personne qui est accusée, et ensuite, uniquement sur la base de ces témoignages, définir les témoins qui sont susceptibles d'avoir été au contact de la situation. Et ensuite, la réalité, c'est que une enquête, elle peut éclabousser le collectif de travail. C'est quelque chose de très dur à vivre pour les collègues. Vous êtes interrogé sur une situation de harcèlement, ça vous interpelle. Donc il faut aussi gérer la question de l'accompagnement psychologique de toutes les personnes qui vont être intégrées dans le cadre de l'enquête. Vous n'allez pas interroger un collaborateur comme ça, avec la fleur au fusil, sans prendre des précautions, parce que c'est quand même assez traumatisant. Et il faut faire attention à ce qu'une enquête, elle déstabilise pas plus le collectif. On va conclure là-dessus. Merci Erwan Jaglin. Je rappelle que vous êtes associé chez Carman Associés. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.